Bonjour et bienvenue sur le podcast du Centre de prévention du suicide intitulé « Le deuil après suicide, parlons-en ». Le Centre de prévention du suicide, situé à Bruxelles, existe depuis plus de 50 ans. Il propose à chaque étape du processus suicidaire une écoute active permettant aux personnes en crise d'exprimer leurs souffrances, de clarifier leur situation, de prendre du recul et d'ouvrir d'autres possibles. Les services du Centre de prévention du suicide permettent une prévention du suicide complète et complémentaire. Parmi ceux-ci, la ligne d'écoute anonyme est gratuite, le 0800 32 123. Nos écoutants bénévoles répondent aux appels avec bienveillance et sans jugement. Le Centre de prévention du suicide propose également des consultations pour accompagner la crise suicidaire et le deuil après suicide, des formations et des sensibilisations, des interventions en collectivité suite à un passage à l'acte suicidaire et un centre de documentation. N'hésitez pas à consulter notre site web www.préventionsuicide.be. Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Déborah Dessec, je suis chargée de communication au Centre de prévention du suicide. J'accueille aujourd'hui le premier invité de notre podcast, Jean. Jean est un prénom d'emprunt. Nous souhaitons le remercier de témoigner dans ce podcast sur un sujet extrêmement difficile. Jean va témoigner en 2 parties. Vous écoutez à présent la première partie de son interview. Bonjour Jean. Bonjour Déborah. Je vous propose de vous présenter et de nous raconter votre histoire. Je m'appelle Jean, j'ai 68 ans, j'ai 2 fils et le plus jeune s'est suicidé le 15 décembre 2020 dans la maison qu'il occupait en qualité de locataire et dont j'étais propriétaire. En réalité, le soir de ce jour-là, vers 23 heures, nous avons reçu un coup de sonnette à l'appartement, quelque chose de tout à fait inhabituel. Ma compagne est allée au vidéophone et elle m'a dit qu'il y avait 2 policiers à l'entrée et que ces 2 policiers voulaient absolument me parler. J'ai été très surpris et j'ai pensé que j'avais peut-être fait une bêtise, peut-être au volant de ma voiture ou que sais-je. Ils sont montés, nous avons accueillis dans le hall d'entrée et ils ont insisté pour que nous allions dans le salon. Ils ont aussi insisté pour que nous nous asseyions dans le canapé. Et à ce moment-là, donc, ils ont annoncé la terrible nouvelle qu'il y avait eu un gros souci avec mon fils. Et avec, je dois dire, beaucoup de délicatesse, ils nous ont fait comprendre qu'il avait commis l'irréparable, il avait décidé de mettre fin à ses jours. Donc ça a été pour ma compagne et moi. Je tiens à préciser que ma compagne n'est pas la maman de mon fils, mais ça a été pour nous deux une catastrophe. Le monde s'écroulait. On était sans voix. Je tiens à préciser que les 2 policiers, un homme et une femme, ont été très très corrects. Ils ont fait ça avec beaucoup d'humanité. Et puis évidemment, ils sont partis et on s'est retrouvés là, tous les 2, à ne savoir que penser. Et donc, on a directement téléphoné à des proches, et notamment la maman de mon fils, dont je suis divorcé depuis une 20aine d'années, mais avec qui on est toujours en bon contact. Elle avait été elle-même avertie par la police de sa commune. On s'est très vite posé des questions, de savoir comment mon fils avait pu faire ça.
nous avons voulu savoir comment il avait procédé. Et donc, il s'était pendu dans une des chambres de la maison. Et donc, il a été découvert par des proches, une amie et le compagnon de celle-ci, qui sont pompiers, ambulanciers, mais qui là étaient dans le civil. Ils ont été contactés en réalité par l'ex-compagne de mon fils, qui est aussi la maman de sa fille et donc la maman de ma petite fille, parce que celle-ci s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de mon fils. C'était un mardi. Le mardi, mon fils était toujours en congé et allait chercher sa fille à l'école et s'en occupait, sa fille logeant le mardi soir chez lui. Or, ce jour-là, il ne donnait aucun signe de présence quelconque. Et donc, son ex-compagne a commencé à s'inquiéter. Elle a pensé nous prévenir, ma compagne et moi, parce que nous avions les clés de la maison. Mais finalement, elle a décidé de contacter sa sœur et le compagnon de celle-ci, donc ils sont pompiers, parce qu'ils avaient aussi une clé de la maison. Et quand ils ont pénétré dans la maison, il y avait un désordre immense. Et quand ils sont montés à l'étage, ils ont découvert l'innommable. Ils ont tenté de le réanimer, mais malheureusement, ils ont appelé un médecin, mais malheureusement, c'était trop tard. Il semblerait qu'il y avait déjà de très nombreuses heures que l'acte fatal avait été commis. Et donc, on croit parfois que ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, ça peut arriver à tout le monde. On s'est tout de suite posé la question de savoir pour quelle raison il avait fait ça. Nous l'avions vu un mois et demi auparavant. Il était venu chez nous à l'occasion de son 30e anniversaire. Il était, je vais dire, normal, comme d'habitude. Il nous avait confié qu'il vivait des difficultés dans son couple. Il avait rencontré 3 ans auparavant une personne beaucoup plus âgée que lui, que nous n'avions jamais rencontrée, qui ne voulait d'ailleurs pas nous rencontrer. Et ils vivaient chacun de leur côté. Mais voilà, ils formaient un couple avec cette personne, mais ils nous avaient confié qu'ils n'étaient pas très heureux et qu'ils songeaient à la quitter. Donc nous lui avons donné quelques conseils en disant qu'il devait bien réfléchir à ce qu'il allait faire, de savoir s'il était plus heureux ou moins heureux en présence de cette personne. Et il nous a clairement répondu qu'il était moins heureux quand il était avec elle. Et donc, il avait bien compris intellectuellement qu'il devait la quitter, mais émotionnellement, c'était extrêmement compliqué pour lui de prendre la décision de la quitter. Puis nous avons continué la soirée normalement. Nous avions fait un bon repas, des choses qu'il aime. Et puis, quand il nous a quittés, je l'ai raccompagné sur le trottoir parce qu'il avait un petit problème technique avec sa voiture.
J'ai eu l'occasion de parler avec lui entre père et fils. Et assez curieusement, je lui ai posé la question de savoir si il n'allait quand même pas mal au point de... Et il m'a interrompu. Il avait compris ce que je voulais lui dire. Il m'a interrompu en disant « Mais papa, je n'en suis pas là, qu'est-ce que tu crois ? Et puis je tiens à la vie, j'ai une fille que j'adore. Mais non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Et je lui ai dit « Mais de toute façon, tu as un entourage, nous sommes là. Ta maman est là aussi, tu as une vie sociale, tu as des amis de longue date, très fiables, ils sont là. Mais papa, ne t'inquiète pas, on n'en est pas là. » Et puis il est parti, il a pris sa voiture, je l'ai encore vu s'éloigner. Et quand j'ai regagné l'appartement, assez curieusement, j'étais rassuré. Je me suis dit que c'est moi qui avais sans doute des idées noires, que j'étais peut-être dans l'excès. Et je me rappelle, quand je suis remonté à l'appartement, j'ai dit à ma compagne, mais tu sais, il va bien, c'est une période difficile pour lui, mais il va bien. Il est bien dans sa vie professionnelle, il a tout un entourage. Il m'a vraiment rassuré. Et puis, on n'a plus de nouvelles pendant plusieurs jours. Mais c'était caractéristique de mon fils, c'était quelqu'un de très secret, qui pouvait rester parfois des semaines sans nous contacter, sans qu'on puisse le contacter. On avait beau téléphoner, envoyer des SMS, il ne répondait pas, mais c'était comme ça, c'était son caractère. Donc je l'ai encore vu dans le courant du mois de novembre, avec sa fille, donc ma petite fille, comme ça, je vais dire sur le pas d'une porte. Mais il n'allait pas plus mal que ça, mais il était tellement secret que peut-être on n'avait pas perçu certaines choses. Mais de là à penser qu'il pourrait faire un acte pareil, non, très sincèrement non. On ne peut pas imaginer ce genre de choses. Il n'avait jamais fait allusion au suicide. Et d'ailleurs, quand moi j'avais fait allusion à ça lors de notre rencontre dont je vous ai parlé, il m'avait tout de suite coupé. Mais non, il n'en avait jamais parlé. Ce sont des choses dont on ne parle pas, sans doute, et surtout quand on est quelqu'un de secret comme lui. Alors qu'est-ce qui a pu l'amener à faire ce geste irréparable ? On se pose encore aujourd'hui la question, 3 ans après. Je ne suis pas sûr qu'on n'aura jamais la réponse. Parce qu'il n'a pas laissé le moindre message. Rien. Nous pensions qu'il aurait peut-être laissé une lettre. Nous avons eu accès à son téléphone portable, à son ordinateur. Rien n'a pu nous mettre sur la voie des motifs de son geste, sauf que nous avons pu récupérer les dernières conversations qu'il a eues avec sa compagne le soir même de son geste, et je pense qu'il a été contrarié. Celle-ci a dû quitter la conversation à un moment donné, et puis il y a eu un blanc dans cette conversation téléphonique, et puis plus rien, et je pense que c'est sans doute la goutte qui a fait déborder un vase déjà
qui était bien remplie. Merci beaucoup, Jean, pour ce témoignage. Une question que j'ai, notamment par rapport à sa compagne, mais aussi dans tout ce que nous avons discuté pour préparer ce podcast, c'est la question de l'écart entre ce qu'il savait rationnellement et puis ce qu'il ressentait émotionnellement. Comment il était au travail, comment il était dans la vie privée. Vous nous avez aussi beaucoup parlé de la maison, en fait. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ici ? Oui. Donc, mon fils occupait la maison familiale, une maison à laquelle je tenais beaucoup, parce que c'était la maison que mes parents avaient fait construire au début des années 1960. C'est une maison que j'ai vue construire. Souvent le samedi, on allait voir, mon père et moi, l'évolution du chantier. J'y ai vécu pendant 20 ans, mes parents y ont vécu pendant plus de 50 ans. Et mon fils connaissait très bien cette maison, puisqu'il était invité souvent chez ses grands-parents. Quand mon fils et sa compagne ont eu leur fille, mon fils travaillait mais ne gagnait pas trop bien sa vie. Sa compagne était encore aux études, enfin elle faisait une formation complémentaire. Et lorsque mon père est décédé et que ma mère a dû être orientée dans une maison de repos et de soins, j'ai proposé à mon fils et à sa compagne de moderniser un petit peu la maison et de pouvoir s'installer plus confortablement avec leur fille. Ils ont tout de suite répondu oui. Et donc c'est vrai que j'ai investi pas mal d'émotions, surtout dans cette maison, pour la moderniser, pour qu'elle soit accueillante pour eux. Et puis, ils se sont installés. J'étais heureux de me dire que ma petite fille allait occuper la chambre que moi j'avais occupée pendant 20 ans. Mais très vite, il y a eu des problèmes dans le couple. Et la compagne de mon fils l'a quitté plus ou moins 4 à 5 mois après l'installation dans la maison. Il s'est retrouvé seul. Je pense que ça a été un moment très difficile pour lui. Bien qu'il se soit toujours entendu avec sa compagne après la séparation. Il s'occupait de sa fille, je vais dire, 2 à 3 fois par semaine. Mais je crois que la solitude lui pesait. Et mon fils avait quand même, je pense, des problèmes d'organisation. On s'est rendu compte progressivement, quand on lui rendait visite, que la maison n'était plus bien entretenue. Et je crois qu'on peut dire que c'est un euphémisme. Et je dirais, les années passant, dans les années 2018-19, en allant chez lui, parce que c'était bien ma maison, mais c'était chez lui, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un désordre indescriptible. Je lui en ai parlé à l'époque, en lui demandant si la gestion de toute une maison n'était pas trop difficile pour lui. Il a voulu, comme d'habitude, me rassurer en disant qu'il allait gérer, que je ne devais pas m'en faire. Ma compagne était déjà venue mettre de l'ordre et nettoyer dans cette maison auparavant. La maman de sa compagne aussi était déjà venue pour l'aider. Nous lui avions proposé de l'aide pour ranger. Il disait toujours non. Mais je lui avais quand même fait gentiment comprendre qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans un état j'ai envie de dire, de délabrement comme celui-là. C'était invraisemblable. Mon fils était un homme soucieux de sa présentation, qui était toujours bien propre sur lui,
Mais la maison était dans un état incroyable. Et le jour où nous avons dû pénétrer dans la maison après le décès, c'était le lendemain de son suicide, ma compagne, la maman de ma petite fille et moi avons bien dû entrer dans la maison. Ça a été un moment extrêmement douloureux. La policière qui nous avait reçus le matin nous avait proposé de nous faire accompagner éventuellement par un psychologue. Nous avons refusé parce que voilà, nous pensions que, étant à 3, ce serait quand même peut-être moins dur. Mais je peux vous assurer que ça a été un moment terrible. Entrer dans cette maison qui avait été pendant 50 ans la maison du bonheur et qui était devenue tout à coup la maison de l'horreur. Et donc on a pénétré dans la maison, au rez-de-chaussée. Le désordre était indescriptible. Un sac de sport, des vêtements propres, des vêtements sales, des vêtements partout, des papiers partout, dans les toilettes, dans le garage, dans la cave, dans l'escalier vers le premier étage. On est arrivé au premier étage, cuisine, salon, salle à manger. C'était pareil, c'était méconnaissable, innommable. Et puis il a bien fallu monter au deuxième étage où la tragédie s'était déroulée une 30aine d'heures plus tôt. Et je nous vois encore monter l'escalier. J'estimais que c'était à moi monter le premier. Ma compagne et la maman de ma petite fille ont suivi. Et à l'étage, voilà, la chambre à gauche, c'est là que s'était passée cette épouvante. Je ne vous cache pas que ça a été extrêmement difficile de pénétrer dans cette pièce. Et pourtant, il y a dans la vie des choses qui se passent où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On avait besoin de voir cette pièce. Et mais oui, il avait fait installer au plafond une poutre qui devait servir de salle de sport. Et cette poutre, c'était la poutre fatale. Il y avait dans cette chambre l'horreur. Non seulement le fait de savoir que c'est là que mon fils a mis fin à ses jours, mais il y avait encore les traces de ce qui s'était passé. Des traces qui sont difficiles à décrire, qui sont terribles, mais notamment un tabouret renversé. Je ne comprends pas d'ailleurs que les autorités qui étaient venues pour mon fils n'aient pas pensé à un petit peu mettre de l'ordre. Quand nous sommes descendus dans la salle à manger, il y avait un morceau de corde. Je sais, c'est très dur à expliquer, mais c'est aussi la dure réalité que les familles peuvent endurer. Et donc, non seulement la tragédie de perdre un fils, mais la découverte d'une maison que nous avions essayé d'en faire un petit bijou, et c'était devenu un taudis. On avait l'impression que cette maison avait été occupée par des squatters. C'était invraisemblable.
Et puis, non seulement ça, mais nous avons progressivement, les jours qui ont suivi, parce qu'il faut quand même dire qu'on est très vite rattrapé par l'administration. Dans les jours qui ont suivi, il a fallu que, voilà, je téléphone un peu partout à des organismes. Je ne citerai pas les noms, mais voilà, pour la voiture, pour l'assurance, pour la banque, le notaire, les opérateurs de toutes sortes. Vous n'avez pas du tout le cœur à ça, vous n'avez pas l'esprit à ça, et vous êtes pourtant obligé de le faire. C'est terrible. Et malheureusement, je dois le dire, très peu d'humanité. À part un organisme, une compagnie d'assurance, je tiens à le préciser, mais pour le reste, on n'est pas loin de la catastrophe. On ne vous comprend pas au téléphone, vous devez répéter qui vous êtes, pourquoi vous téléphonez. C'est la double peine, c'est la triple peine, c'est la quadruple peine. Et vous n'avez pas le choix, il faut avancer. Avec l'aide précieuse de ma compagne, que je ne remercierai jamais assez. Nous avons dû aussi faire face à tous les papiers dont je vous parlais tout à l'heure, les factures, parce que tous ces papiers n'étaient pas anodins, c'était des factures impayées, je n'en revenais pas, des factures impayées, vous imaginez, et des PV de police. J'étais sidéré, je vacillais. Mon fils collectionnait les PV de police. Rien de grave, je dis tout de suite. Des PV de roulage. Mais quand même, des PV non payés, des factures d'eau, d'électricité, enfin. Et je me suis rendu compte que les dernières semaines, mon fils n'ouvrait plus le courrier. Que ce soit le courrier de la banque, que ce soit des factures, que ce soit autre chose. Et nous avons bien dû rassembler tout ça. Et comme je l'ai dit, j'ai envie de dire que ça allait du rez-de-chaussée au 2e étage. Il y avait des papiers partout, dans sa chambre, dans la salle de bain. Est-ce que vous imaginez un petit peu? Et courageusement, on a rassemblé tout ça. J'ai mis plusieurs jours, plusieurs week-ends à tout rassembler, à essayer de comprendre peut-être à travers tous ces documents, comprendre peut-être ce qui aurait pu arriver, ce qui aurait pu l'amener à faire ce geste fatal. Et puis j'ai dû faire face aux dettes. Et quand je dis j'ai dû faire face aux dettes, nous avons dû nous rendre à l'évidence que c'est un détail, mais que dans la succession, il y avait plus de passifs que d'actifs. Il faut penser à ce genre de choses parce qu'il fallait aussi protéger sa fille, ma petite fille, qui à l'époque avait 7 ans, parce qu'elle était sa première héritière. Je sais que ça peut paraître très terre à terre ce que je dis, mais l'administration, elle est là, le fisc, il est là. Les sociétés de gaz, d'électricité sont là et ne vous font aucun cadeau. Et donc vous devez faire face à tout ça et vous ne pouvez pas traîner. Et comme vous dites, c'est vraiment la triple, quadruple peine. C'est la triple, quadruple peine. Et alors, si je peux me permettre, vous avez dit à un moment donné qu'il était quelqu'un très attaché aussi à son apparence, à être propre sur lui, ce qui est quand même en contraste avec l'état de la maison. Comment il était au travail? Si je devais résumer qui était mon fils par un seul mot, je dirais paradoxe.
Mon fils était plein de paradoxes. Et effectivement, lors des obsèques, mais qui se sont passées durant la période Covid, donc nous étions limités lors des obsèques, mais par contre au cimetière nous pouvions être plus nombreux. J'ai eu l'occasion de rencontrer ses collègues ainsi que son patron, et je n'ai eu que des éloges le concernant, parce que mon fils était un homme très structuré dans son travail. Il travaillait dans une moyenne surface commerciale, dont il était quand même devenu le numéro 2. Il avait bien gravi les échelons, nous en étions très fiers. C'est lui qui gérait le stock des marchandises, et il le faisait avec une rigueur dont son patron, pourtant très exigeant, se félicitait. Son patron m'avait dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi rigoureux et structuré dans son travail. Donc, nous avons fait le grand écart entre ce que nous avons trouvé dans la maison et ce que son patron et ses collègues nous ont dit de lui. C'était un collègue, mais je n'en suis pas du tout étonné, très apprécié, parce que mon fils était quelqu'un de très très bien. C'était quelqu'un extrêmement doux, respectueux, qui était très à l'écoute. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui aidait les autres. On m'a expliqué une anecdote au travail où une collègue qui était dans de grandes difficultés familiales avait vraiment pu compter sur lui. Il l'écoutait, il lui donnait des conseils, et non seulement il lui donnait des conseils, mais il avait été efficace en la guidant vers une spécialiste qui avait pu sortir cette collègue de ses difficultés. Et donc lui qui était là pour les autres, il ne voulait pas que les autres soient là pour lui. Et c'est ça qui est terrible et qui est d'autant plus triste, de se dire que lui était là pour les autres et que lui était tellement discret, tellement secret. Je crois qu'il était encore plus secret que discret. Et que finalement, pour lui, personne n'a été là. C'est terrible. Vous avez essayé d'être là. Vous avez essayé d'en parler avec lui. Et à ce moment-là, il vous a dit « Mais non, papa, ne t'inquiète pas. » Oui, nous avons essayé, mais je crois qu'il ne voulait pas nous inquiéter. Je ne sais pas, 3 ans après, je me pose encore des questions. Tout l'entourage se pose encore des questions. Quand il est venu chez nous à la fin du mois d'octobre 2020, soit 1 mois et demi avant son geste, est-ce qu'il avait déjà cette idée en tête? Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que ça a été fait sur un coup de tête? Nous n'en savons rien. Je pense que nous ne le saurons jamais. Je pense qu'on va devoir vivre toute notre vie avec toutes ces questions. Et voilà, peut-être que dans la vie, il y a des questions qui n'ont jamais de réponse. Mais à ce propos, très vite, je me suis rendu compte qu'avec le tsunami, le cataclysme que nous vivions, j'aurais besoin d'une aide psychologique. Et j'ai tout de suite pensé, très vite, une dizaine de jours après la tragédie, enfin après les faits tragiques, parce qu'aujourd'hui c'est toujours une tragédie,
j'ai tout de suite pensé au centre de prévention du suicide. Je savais que ce centre existait, mais je pensais que le centre s'occupait uniquement de personnes en crise qui étaient suicidaires. Mais en allant sur Internet, j'ai découvert aussi que le centre s'occupait de deuil après suicide. Et j'ai tout de suite pris mon téléphone. Et au bout du téléphone, j'ai eu une voix bienveillante, chaleureuse, et qui m'a tout de suite proposé un premier rendez-vous. Et ce travail que je fais depuis maintenant 3 ans m'aide à survivre, à vivre, et peut-être, en fin de compte, à accepter qu'il y a des questions qui n'auront jamais de réponse. Qu'il y a dans la vie des choses qui resteront à jamais mystérieuses, et même son propre enfant peut être pour des parents un mystère à perpétuité. Mais ce travail que l'on fait au centre de prévention du suicide, que je fais dans ce centre, me permet finalement d'accepter l'inacceptable. Parce qu'évidemment, une famille qui vit ce que nous vivons, elle est condamnée à perpétuité. Ça, c'est clair. Nous sommes condamnés à perpétuité. Mais nous avons tous envie de vivre. J'ai envie de vivre, malgré tout, malgré cette difficulté quotidienne. J'ai envie de vivre, mais d'abord pour mes proches, pour ma compagne, que, encore une fois, je ne remercierai jamais assez, pour ma petite fille, pour mon autre fils, pour mon beau-fils, pour mes 2 autres petites filles, pour ma famille, pour les amis bienveillants qui sont autour de nous. J'ai envie de vivre. Mais c'est vrai que vivre demande parfois un effort, même souvent dans ce cas-là. Et alors, ce genre de situation vous fait réfléchir à plein de choses, au sens de la vie en général, au sens de ma vie. Et alors ça devient vertigineux. Alors ça permet de faire un travail sur soi et de se rendre compte de ses faiblesses, de ses forces, de son potentiel. Alors on se dit, mais quel est le sens de tout ça ? La vie, la mort ? Parce que ça, ce sont de vraies questions essentielles. Et lorsque mon fils s'est suicidé, très vite, en moi, j'ai senti ce mélange incroyable, la vie, la mort, la vie. Un de mes amis avec qui je parlais quelques semaines après le suicide m'a dit, tu sais, il n'y a pas de vie sans mort et pas de mort sans vie. Et en moi, pendant les premières semaines, les premiers mois, j'avais cette sensation, ce sentiment que la vie, la mort se mélangeaient et que la mort, finalement, c'était de manière, j'ai envie de dire, indécente, invitée en moi. Parce que la mort est malheureusement une réalité, j'ai envie de dire, de la vie. C'est peut-être dur à dire et à penser, mais la mort est une réalité de la vie. Et comme beaucoup de personnes
Je pensais de temps en temps à la mort, surtout quand on avance en âge, on y pense. Mais cette mort, cette idée de mort était très loin, très très loin, et on préfère évidemment la laisser loin de soi. Et puis, tout à coup, comme ça, avec un drame, une tragédie pareille, elle se rapproche. Et non seulement elle se rapproche, mais en tout cas en ce qui me concerne, elle s'est invitée en moi, elle est entrée en moi. Et ça, c'est un sentiment invraisemblable. La vie, la mort, la vie. Et ça renvoie aussi un petit peu à la notion de paradoxe, finalement. Et ça renvoie à la notion de Qui paradoxe. semblait un peu habiter votre fils, entre l'homme au travail qui est hyper organisé, hyper structuré, et qui finalement a beaucoup de difficultés dans la maison. Et c'est aussi ça qui ressort, c'est une difficulté, une impression, peut-être pas d'un masque social, mais en tout cas de quelqu'un qui, au quotidien, avait l'habitude de donner une certaine image, mais pas juste une image, parce qu'il aidait aussi sa collègue. C'était quelqu'un de très apprécié et qui semblait mettre du cœur dans son travail, dans ses rapports sociaux, et qui, quand il rentrait chez lui, rentrait dans une maison qui, finalement, le ramenait aux difficultés qu'il avait. Et j'aimerais poser la question, mais je me rends bien compte que c'est très délicat, mais le fait que ce soit aussi, finalement, votre maison, d'une certaine manière, la maison de la famille, de l'enfance, vous l'avez associée au bonheur. Comment vous voyez la maison maintenant, finalement ? Donc effectivement, je confirme que le mot paradoxe est le mot clé. Comment je vois cette maison, tout s'est effondré. Tout s'est effondré en quelques secondes. Mes parents s'étaient installés dans cette maison avec moi en 1961, une autre époque. Ils y ont vécu jusqu'en 2013, vous imaginez. Moi, j'ai quitté cette maison en 1980. C'était la maison de mon enfance. C'était la maison de mes copains, de mes copines. C'est une rue qui se trouve dans un quartier résidentiel, avec à l'époque, au bonheur, très peu de voitures, et où nous pouvions encore jouer à la rue sans problème. Et donc, c'est mon fils, évidemment, qui est parti, et c'est une condamnation, je vous dis, à perpétuité, mais en même temps, ça s'est fait dans un lieu qui, pour moi, n'est pas du tout anodin. Alors je précise bien que le chagrin, la tristesse seraient évidemment les mêmes si mon fils avait commis son acte ailleurs, ça va de soi. Mais le fait que cela se soit passé dans la maison familiale, ça a été une peine supplémentaire. C'est mon enfance, j'ai envie de dire, qui a foutu le camp. En quelques secondes. Je n'y ai pas pensé tout de suite, évidemment. Ce n'est pas ça qui vient en premier lieu. Mais lorsque j'ai découvert la maison pour la première fois après ce qui s'était passé, et puis lorsque nous sommes allés dans cette maison plusieurs fois par la suite, parce qu'il a fallu des semaines et des mois pour déblayer, pour la mettre en ordre et puis pour reconstruire, je vais dire quelque chose. Tout ça est apparu. Je voyais mon fils dans la maison. Je voyais mes parents dans la maison. Et je me dis que 52, 53 ans de bien-être en tout cas, parce que le mot bonheur est tellement parfois un mot galvaudé.
Mais en tout cas, plus de 50 ans de bien-être et 20 ans de bien-être en ce qui me concerne sont partis définitivement. Et donc la maison du bonheur est devenue la maison de l'horreur. Et donc je n'ai pas eu d'autre choix que de la vendre. Je n'ai pas pu faire autrement. C'était pas possible. Merci beaucoup, Jean, pour ce témoignage. Nous avons exploré pas mal d'éléments dans cet épisode, notamment, vous avez mentionné la lourdeur immense administrative, mais il y a aussi d'autres lourdeurs, d'autres souffrances qu'on continuera à explorer, et aussi voir qu'est-ce qui peut permettre d'aller vers plus de légèreté aussi. Merci beaucoup. Un des éléments clés de cet épisode, c'était la notion de paradoxe. Et pour nous en parler un peu plus, je vais faire appel à mon collègue Nicolas Millet. Nicolas est psychologue au Centre de prévention du suicide, spécialisé dans l'accompagnement de la crise suicidaire et du deuil après suicide. Bonjour Nicolas. Bonjour Déborah. Alors, ce qui est effectivement frappant dans le témoignage de Jean, qui est très touchant, donc merci beaucoup Jean, c'est effectivement le paradoxe, je le traduirais dans un premier temps dans une opposition entre d'un côté ce qu'on pourrait appeler en psychologie la persona, c'est-à-dire le masque social qu'une personne peut porter, la façade qu'elle va donner à connaître au monde extérieur, et d'un autre côté l'intériorité qui, elle, n'est pas accessible au premier regard, qui peut être dissimulé au niveau du monde extérieur. Alors, dans ces oppositions que Jean a pu évoquer, effectivement, on voit un fonctionnement très structuré, rigoureux sur le plan du travail, une bonne présentation de soi sur le plan des habits, une volonté de donner une bonne image de soi, une volonté d'aider les autres, d'être à l'écoute des autres, une volonté également de réassurance. Donc quand Jean interroge son fils en ayant la perception qu'il pourrait être en souffrance, il pourrait avoir des idéations suicidaires. Donc la réassurance, quand Jean s'inquiète de l'état de son fils, lui pose une question, lui demandant « tu n'es quand même pas au point 2, tu ne vas quand même pas mal au point 2 », son fils s'empresse de lui dire « mais papa, ne t'inquiète pas » et il le rassure. Bien sûr que sur le plan intérieur, l'histoire nous montre que la souffrance était bien plus importante qu'il n'y paraissait, mais elle n'a pas été donnée à connaître. Et donc, ce qui me semble important de pointer dans cette opposition entre, une fois de plus, le masque social, la façade et l'intérieur de la maison, c'est que le danger, c'est qu'il y ait une trop grande distance entre ce qui est donné à voir et ce qui est vécu et éprouvé en réalité à l'intérieur d'un être. Et donc, ce masque social peut parfois être relié à une dépression masquée, c'est-à-dire que la personne va donner le change, va fonctionner d'une manière satisfaisante sur le plan social et relationnel. Et donc, à l'intérieur, il peut y avoir un vécu d'effondrement, un vécu de se trouver dans une impasse, mais qui ne va pas être communiqué au niveau de l'extérieur. Ce qui veut dire que le fait de ne pas donner à connaître la difficulté dans laquelle on peut se trouver va constituer un facteur de risque. Là où une personne va mal, peut soit le montrer, soit l'exprimer, même parfois violemment. On voit ça chez des jeunes qui peuvent commettre des actes de délinquance, avoir des conduites à risque, mais ils vont attirer l'attention des gens autour d'eux qui vont les interroger, qui vont tâcher de leur venir en aide. Alors que quelqu'un qui, au contraire, ne donne pas à connaître sa souffrance, il va passer inaperçu, en mode furtif, comme si les radars ne percevaient pas sa détresse. Et donc, il a, d'une certaine façon, le fils de Jean, dans cet épisode où Jean le raccompagne à la fin d'une soirée en étant inquiet, en lui posant une question. Et donc, on voit bien que son fils éteint ses inquiétudes, endort sa vigilance.
Alors, ce qu'on peut pointer à ce sujet-là, c'est que en prévention du suicide, c'est qu'il faut tâcher de se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend et à ce qu'on sent. Donc dans ce cas-ci, Jean a bien senti un malaise, un mal-être. Il a eu une intuition qu'il pouvait y avoir dans le chef de son fils une souffrance qui pouvait être une souffrance qui allait jusqu'à envisager le suicide. Mais la réponse du fils de Jean crée une dissonance cognitive, c'est-à-dire entre ce que je perçois et ce que l'autre me répond, il y a une contradiction. Alors, qui croire? Ce que je sens ou ce que l'autre me dit de son état? Et donc, c'est bien compliqué, évidemment, à trancher. Donc, il y avait une perception juste de Jean, mais qui a été endormie, je dirais, par la réponse que son fils a pu lui en donner. Alors, du côté de l'intériorité qui s'effondre, de l'intériorité qui va mal, mais qui ne se donne pas à connaître, Jean a évoqué le désordre indescriptible de la maison, qui traduit bien sûr à l'extérieur le désordre que pouvait porter le fils de Jean à l'intérieur de lui-même. Et donc il y a quelque chose qui lui échappait. Il y a également la gestion administrative, outre le désordre de la maison, où des PV non payés, des lettres non ouvertes, dont on sait qu'à un moment donné, l'administration va être à nos trousses, va générer un certain nombre de soucis. Le fait que également le fils de Jean, tout prêt à aider les autres, semblait ne pas être prêt à être aidé lui-même, à pouvoir demander de l'aide à un psychologue, à un ami, de pouvoir se confier déjà à un proche. C'est déjà un premier pas. Pouvoir faire l'expérience du fait que si on parle de sa souffrance, on peut en recevoir une aide, recevoir une proposition de relais vers des personnes qui vont pouvoir accompagner cette souffrance. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que dans l'histoire de Jean, Jean a demandé à son fils comment il allait à travers son inquiétude. Parfois, les proches et même les professionnels qui accompagnent des personnes en souffrance n'osent pas poser la question de peur de précipiter la personne encore plus profondément dans sa souffrance si elle la dévoile. Alors c'est une idée reçue, je pense qu'il faut combattre et ne pas hésiter, une fois de plus, en se fiant à ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on sent, à oser aller vers une personne qui a l'air d'être en difficulté et en souffrance, lui demander comment elle va, lui demander si elle peut traverser des épisodes difficiles, si elle peut avoir des idées noires. Et donc, si la personne n'est pas prête à répondre, elle peut toujours décliner, évidemment, de répondre à la question. Mais c'est une main tendue qui, dans un nombre important de cas, peut être prise. La personne se rendant compte qu'on n'a pas peur de l'aborder, qu'on est prêt à accueillir ce qu'elle a à dire. Et donc, pour finir, dans le cas où la personne soit ne donne pas suite à la question qui a été posée, soit endort la vigilance de la personne, mais que néanmoins on reste habité par le sentiment d'une souffrance qui ne se dit pas, ne pas hésiter peut-être par la suite de pouvoir peut-être poser une autre question, un autre moment, de manière à favoriser l'expression de cette souffrance. Merci Nicolas pour cette intervention. Merci Déborah. Comme prévu, nous vous proposons d'écouter la deuxième partie de l'interview de Jean. Dans la première partie, nous avons beaucoup discuté avec Jean de la lourdeur et de l'immense souffrance que l'on ressent lorsqu'on est endeuillé par suicide. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder avec lui ce qui peut progressivement donner espoir et permettre d'atteindre un peu plus de légèreté. Merci à tous et toutes d'avoir écouté notre podcast Le deuil après suicide, parlons-en. Et encore merci beaucoup à Jean pour son témoignage. Merci Jean. Merci Déborah.